qui a été traité. Donc Aurore a été traitée par des oligonucléotides en intravitréen et Tony par thérapie génique. Donc en fait, ils vont pouvoir nous donner leur expérience sur ces approches thérapeutiques et comment ça s'est passé. Bonjour. Donc effectivement, j'ai reçu un protocole d'essai thérapeutique au CHU de Montpellier avec le professeur Meunier. J'ai eu la chance donc de faire partie des patients, du peu de patients traités. L'essai a été plutôt court parce qu'il a été arrêté en cours de route, a priori par manque de moyens. Alors, j'ai reçu une première injection dans l'œil le plus touché, on va dire. Est-ce que c'est douloureux ? Non, alors non, ce n'est pas douloureux, c'est impressionnant. C'est gênant. On ressent une gêne au moment de la piqûre, mais ce n'est pas douloureux. Ça fait un peu peur psychologiquement, c'est assez compliqué quand même, mais voilà, non, il y a à part une gêne au moment de la piqûre, on ressent rien et après ça passe très vite en fait. Et donc vous repartez chez vous le soir ? Oui, tout à fait. On repart chez nous le soir et voilà, s'il y a quoi que ce soit, on peut appeler le professeur, on peut appeler l'hôpital. Il n'y a eu aucun effet indésirable. Et très rapidement, j'ai eu des effets positifs. Donc, c'était sur quel gène, si on peut... Alors, je suis atteinte sur le Huche2A. Voilà. Et... donc oui, effectivement, j'ai regagné un petit peu d'acuité visuelle, ce qui était inattendu, ce n'était pas ce qu'on attendait de l'expérience a priori, et un petit peu de champ visuel. C'est bravo, oui. Par contre... Donc j'imagine que c'est la thérapie que reprendra Théa, non ? Je l'espère. Oui, en tout cas, ça y ressemble. Ouais. Vous voulez dire quelque chose Céline ? Non ? C'est bien la thérapie que vous reprenez, non ? Oui. Ouais, alors, on n'est pas censé connaître les patients. Et... Non. Fermez les yeux. Là, vous allez pouvoir parler. Je me teindrai en brune. Non, ça fait probablement partie des exemples qui nous ont convaincus de continuer ce traitement, ouais. de développer ce traitement. Donc on a la chance d'avoir un industriel français qui va reprendre ce traitement. En plus, de surcroît. Vous avez des questions pour... Oui, je voulais savoir... bravo pour cette expérience. Je voulais savoir quelle était votre acuité visuelle et combien avez-vous récupéré de vue. Est-ce que c'est quantifiable ? Oui. Voilà, le professeur Meunier en sait plus que moi parce que je ne retiens jamais les chiffres. Donc j'avais déjà quand même une bonne acuité visuelle. C'est mon champ visuel qui était le plus touché. Je suis à entre 5 et 10 degrés de champ visuel. 10 degrés. Je pense que dans les discussions qu'on a pu avoir, parce qu'elle est timide, puis il y a du monde, je pense que nous touchait d'abord, il y a la peur. Vous acceptez d'être dans un essai clinique, c'est quand même une aventure, parce que nous, on vous garantit que le produit, il est bien toléré, mais on n'a pas de boule de cristal sur des effets potentiels ou non. Donc, il y a toujours cette discussion pour le patient, je pense, intérieur, c'est est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Donc, vous l'avez fait. L'injection intravitréenne, c'est vrai qu'on se dit, oulala, il y a des patients qui me disent, mais on va me sortir l'œil. Non, on ne bouge pas l'œil. On pique. C'est vrai que c'est une gêne, mais on ne peut pas dire que c'est douloureux.
C'est Voilà. comme si on appuie sur la paupière, en fait. L'œil fermé, on appuie un peu sur la paupière. Voilà, ça fait cette sensation-là au moment de la piqûre. Après, on peut avoir une petite bulle, un truc qui vole, parce que ça peut être une petite bulle d'air. C'est plus l'appréhension. Il y a tout le rituel d'installation qui peut paraître long aussi. Parce qu'on voudrait, bon, alors on y va, hein, que ça soit vite fait, bien fait. Ben non, il faut s'installer, il faut effectivement bien nettoyer. Donc il y a des contraintes de réalisation, même si c'est dans une petite salle, c'est pas le vrai bloc. Il y a quand même une obligation stricte d'être stérile et de rester stérile, bien évidemment. On vous garde en fait un certain temps parce que comme on injecte un volume à l'intérieur de l'œil, artificiellement, on augmente le volume de l'œil. Donc, il y a toujours un risque de tension oculaire. Donc, en fait, on vous surveille, de mémoire, on vous surveille sur l'heure qui suivait l'injection et un peu plus 3 heures. Voilà. Mais on était charmantes, donc ça allait, 3 heures, ça passait vite. Et ce que j'avais été très touchée par, oui, votre ressenti, le fait, nous, c'était... Comment on vous torturait beaucoup parce que c'est pas l'injection qui était casse-pied. Tous les C'était tests. tous les tests parce qu'on les faisait 2 fois, 3 Les fois. journées de tests sont très longues. C'est très long. Et nous, on s'inquiétait en se disant, pour ceux qui venaient de plus loin et qui ne pouvaient pas retourner chez eux, c'est comment ils vont rentrer chez eux en hiver. Il fait nuit et il y avait l'hôtel en face. On se dit, oh là, l'hôtel en face, il y a quand même le tram dans les 2 sens. Donc, on multiplie par le risque 2. Et finalement, voilà, ça s'était bien passé. Et dans votre ressenti sur la faible luminance, il y a, au-delà du champ visuel, dans le ressenti sur comment je gère un environnement qui, normalement, n'est pas du tout favorable par la faible luminance, oui, il nous semblait que vous rapportiez quand même. Oui. Ah oui, moi j'avais eu beaucoup d'effets positifs, en tout cas, suite au traitement. Puis j'ai eu la 2e injection dans l'autre œil. Et là, ça a été, on sentait vraiment la différence. Déjà, l'arrêt de l'évolution de la maladie, ce qui était déjà extraordinaire, mais en plus, regagner en acuité et surtout en champ visuel, c'était extraordinaire. Bon, par contre, effectivement, depuis que c'est arrêté, ça a fait machine arrière, forcément. Donc, c'est ce qui est le plus dur, en fait, ouais. dans la... Et comme dans tout ça. ça... Alors, l'essai va être proposé par Théa, et je crois que c'est un laboratoire d'où déjà, Clermontois, qui est très attentif parce qu'ils sont en train de vraiment réfléchir sur les critères d'inclusion. Leur idée, c'est d'inclure des patients qui auront une meilleure acuité visuelle initiale que vous et de dire on va pouvoir avoir un effet plus facile à évaluer parce que, comme vous le dites, on vous faisait 3 mesures. Pourquoi ? Parce que c'est très variable d'un instant T à l'autre. On faisait une moyenne. Là, Théa a réfléchi aussi, on va peut-être en faire 3, mais d'abord pas sur la même journée. 2, si on en fait 3, on commence toujours par l'œil traité et on essaye de faire plein de temps de repos. C'est-à-dire l'objectif, c'est pas de faire vite, c'est de le faire à la vitesse qu'il faut pour que vous ne soyez pas épuisé, lessivé et que ce que l'on comptabilise soit correct. Donc, il nous rééduque sur comment on fait ces différentes investigations. Et après, ce qu'on demande aussi à ce laboratoire clermontois, c'est de dire que les patients, il y en a eu 3 qui ont été traités à Montpellier, que ces patients sont toujours à prendre en charge dans un cadre particulier qu'il faudra définir, mais on ne peut pas ne pas réinjecter quand on entend, quand on vous entend. Oui, parce qu'en fait, ça a été la plus grosse claque au final. L'annonce de la rétinite pigmentaire, ça a été une première claque. Mais bon, on le digère. On prend des années, on le digère, on vit avec. La maladie évolue. On est appelé pour un essai thérapeutique, forcément. Enfin, moi, étant maman de 3 enfants, dont mon aînée qui est atteinte également de rétinite pigmentaire, je fonce. Si je peux aider à la recherche et si on peut trouver un traitement, tant mieux, quoi. On ne se pose pas 3000 questions, on y va. Et l'arrêt, par contre, ça a été, ça a été un gros coup de poing, quoi. C'est aussi violent. Beaucoup plus violent que l'annonce de la rétinite. Donc oui. C'est ça. Oui. Oui. Financer, c'est-à-dire que la structure qui est ProQR
Alors, moi, j'ai connu 2 essais de thérapie. J'ai connu un essai de thérapie pour choroïdérémie, dont on vous parlera après, où l'arrêt a été brutal. RPGR, qui était aussi dans les possibilités de traitement secondaire, l'arrêt était brutal et sans aucune explication. ProQR, il y avait quand même la possibilité de discuter avec vous. Vous avez eu un numéro que vous pouviez appeler. Donc, ça a été fait quand même de façon plus élégante. Et l'idée, c'est que c'est une société qui est plutôt dans l'innovation, dans la bio-ingénierie, et qui n'était pas une société faite pour des essais cliniques. Ce n'est pas du tout la même envergure, ce n'est pas du tout la même approche. Donc, eux, ils estiment qu'ils ont prouvé cette efficacité. Les autorités sanitaires leur ont dit il faut un peu plus de patients et encore une étude. Ils ont dit nous, on n'a pas les épaules suffisamment larges. Et ils se sont quand même occupés toujours des patients. Ils ont fait le lien avec Théa et vraiment on les remercie de prendre la suite parce que j'espère qu'Aurore vous aura encore plus convaincu que moi de l'intérêt de continuer. Et quant à la violence de l'arrêt, j'espère que vous l'avez entendu. Et c'est important de rien lâcher. Alors, mais Théa, c'est un gros laboratoire, donc potentiellement, ils ont, je dirais, l'expertise, ils ont l'expérience, ils ont cette possibilité d'avoir ce développement que n'avait pas l'autre laboratoire, qui est plutôt un laboratoire un peu start-up. Oui, alors par contre, pour l'accès, on disait, compassionnel, or, en fait, la problématique, c'est que, comme je vous disais, on a prévu ça. Le problème, c'est l'autorisation réglementaire pour le faire, le cadre légal pour le faire. Et aujourd'hui, il y a des centres qui l'ont eu, il y a des pays qui l'ont permis, et la France n'en fait pas partie. Ça veut dire, qu'avec les patients, on va quand même écrire, nous, au ministre, vous l'avez déjà fait, je crois, avec un des patients qui, lui, n'a même pas été traité, parce que ça s'est arrêté au moment où il aurait dû être traité, donc il l'a très mal vécu aussi. Et puis, pourquoi ne pas dire on peut envoyer vers les autres pays. Mais je pense qu'on peut avoir un poids en écrivant un petit peu au ministre. Ça représente en France 3 patients à titre compassionnel. Ça ne me semble pas quand même un effort pharaonique. Qui donne ces autorisations? C'est l'ANSM? C'est le... Je vais retrouver le nom. C'est l'agence sanitaire. Ouais. Oui, c'est l'ARS. L'ANSM. Mais le ministre, il est au-dessus. Hein. Point. Parce qu'en fait, ces agences, elles ont peur aussi. Elles ont peur d'effets secondaires, de complications, de poursuites. Donc, elles se protègent. On n'a jamais eu de ministre qui sont allés en prison aussi? Pas beaucoup. Hein. Non, pas beaucoup. Mais il y en a eu beaucoup qui n'ont pas été réélus. En tout cas, c'est intéressant d'entendre ça. Parce que... Est-ce que vous vouliez ajouter d'autres choses? Une dynamique dans la reconversion, dans l'ouverture, dans tout. Voilà. Il y a un très beau sourire. Oui, super. Bravo. C'est Tony. Il n'y arrivera pas. Donc, je me présente pour ceux qu'on s'est aperçus sûrement depuis ce matin. Donc, moi, c'est Tony David. Donc, j'ai 25 ans. J'ai appris la choroïdémie, donc ma maladie, en 2012. Suite à ça, quand on est gamin, ça ne nous gêne pas trop au début. Moi, la principale difficulté, c'est le déplacement nocturne. Donc, je me suis trouvé un peu tout seul avec mes parents. Ma maman, toujours de l'avant, elle a fait des recherches. Elle est tombée sur l'association France choroïdérémie et qui nous a orientés après derrière sur Montpellier par rapport à l'époque c'était monsieur Hamel et pour arriver là-bas on nous avait dit qu'il fallait avoir 18 ans. Donc dès que j'ai eu 18 ans, ma maman elle a appelé et donc je suis arrivé en mai 2018 à Montpellier. Donc j'ai fait la batterie d'examen, je me suis fait connaître dans le centre de recherche et puis dans l'intervalle de l'année qui a suivi, il y a eu un protocole de thérapie génique qui s'est mis en place. On m'a fait les batteries d'examen et de tests et je pouvais rentrer dans les clous.
Donc en avril 2019, quand Notre-Dame a brûlé, j'étais j'étais à Oxford pour subir une opération sur l'œil droit, donc le meilleur de l'œil, des deux yeux. L'objectif principal, donc avec Madame Meunier, c'est ce qu'on s'était dit, l'objectif, c'était de préserver au mieux la vision centrale de l'œil, c'était d'avoir une stabilité par la suite dans les examens. Et il y a eu une stabilité et même par la suite une amélioration. Pour vous donner une idée, si je ne me trompe pas, je lisais une vingtaine de lettres avec l'œil droit. Et par la suite, j'ai dû en gagner une bonne dizaine, c'est pas 15. Donc c'était... Moi, dans la vie de tous les jours, je ne m'en suis pas aperçu. C'est plus mon entourage qui s'est aperçu de dire, on va dire, j'étais dans certaines choses que je faisais, on va dire, j'étais plus prudent. C'est vrai que l'évolution de la vue, on vit avec, on s'en rend pas compte. C'est plutôt les alentours qui disent ouais, toi tu t'es fatigué, là, les tasses de café elles volent. Bon après on vit avec, on s'en rend pas compte. Que dire de plus Ouais, j'ai eu la possibilité de faire qu'un œil. C'est déjà pas mal, on va dire. C'est mieux que rien. Après, donc, dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui est... je suis sur de l'avant, je suis combattant. Dans mon métier, faut être de l'avant. Je suis agriculteur, donc je fais face aux aléas. L'avantage, je suis patron. Je gère mon emploi du temps comme je le veux. Parce que dans ma maladie, c'est vrai que le boulot nocturne, c'est compliqué, on s'adapte. Pour faire face, j'ai ma lampe frontale où je fais beaucoup avec. Et j'ai une bonne bande de copains qui me suit derrière. Et au début, ça les faisait rire. Aujourd'hui, ils en ont tous une. C'est bien pratique. Ça, et puis après, on améliore son atelier de travail. Donc moi, j'ai mis pas mal en place des lumières dans les bâtiments agricoles où beaucoup de lumens. Donc là, aujourd'hui, on a l'avantage avec la technologie, c'est les LED. Donc ça donne un bon coup de pouce dans les bâtiments. Il fait jour, quoi. Donc c'est top pour travailler. Donc voilà, après, il a fallu être battant là-dedans parce que il y a des choses qui nous aident pas. La médecine du travail, quand je suis sorti de l'école, elle m'a pas aidé. Elle m'a plutôt enfoncé qu'aidé pour travailler dans le milieu qu'on voulait. Donc pour contourner ça, en se mettant patron, on est tranquille. Donc voilà. Donc, et pour les parents ou les jeunes enfants que vous connaissez, moi j'ai eu l'occasion, grâce à mes camarades qui m'ont dit ouais mais à l'école t'as du mal à suivre, t'es déficient visuel quand même. Je voulais pas l'admettre, donc je m'adaptais, je prenais tous mes cours en audio, je suivais pas au tableau. Et donc ils m'ont dit faut que tu fasses quelque chose quand même. Donc je me suis renseigné, on avait une association nous en Mayenne, ça s'appelle le CERDA. C'est une association qui aide les déficients visuels à l'école. Donc moi j'ai eu l'occasion en BTS d'avoir une télé et une caméra sur mon bureau pour aider à suivre les cours. Donc ceux qui ont des connaissances de jeunes qui ont des déficiences visuelles, c'est une association qui s'appelle le CERDA et qui aide les jeunes à l'école. Donc voilà. Alors, merci patron. Je voudrais juste dire qu'aucune peur pour y aller. Non, aucune peur pour ça. Très bien encadré. Une très bonne équipe à Montpellier qui m'a mis en confiance. Et puis à l'arrivée à Oxford, j'étais pris en charge. Donc j'avais un interlocuteur qui parlait mieux anglais que moi. Parce que moi, je ne parle pas du tout anglais. Et puis une très grande famille, très bien accueillie là-bas. Et c'est vrai que je suis resté 3 jours là-bas, 4 jours. Je devais rester une semaine. Moi, je tournais en rond là-bas, je tenais pas en place. Donc, j'ai demandé à écourter le séjour et je suis rentré plus tôt. Donc, ouais, j'étais très bien entouré. J'ai versé ma larme quand je suis parti, tellement qu'on était bien. Et non, ça s'est super bien passé. Alors, en fait, dans le projet de thérapie génique, il y avait très peu de chirurgiens. Parce qu'il y a une courbe d'apprentissage. Donc, ils voulaient se libérer de cette courbe d'apprentissage. Ce n'est pas une chirurgie qu'on fait. Globalement, on réapplique la rétine quand il y a un décollement de rétine chez un sujet. Aller décoller la rétine, c'est contre-intuitif pour les chirurgiens. Et ce n'est pas leur spécialité classiquement. Donc, l'idée, c'était de dire, à Oxford seront traités les Français, les Finlandais, puis je ne sais plus, il y avait un troisième pays. En Allemagne, c'était tel et tel et tel pays d'Europe. Donc, on a minimisé le nombre de chirurgiens. Et puis, McLaren, il a une expertise. Ça a été le premier. Je veux dire, il a fait ça hyper bien.
à tel point qu'en général, quand j'ai des patients dont je ne me souviens plus quel est l'œil traité, je suis incapable de vous le dire en regardant la rétine. Pourtant, il a fait un trou, hein, pourtant, il l'a soulevé. Donc, c'est quand même de la chirurgie de haute volée remarquable et bien reproductible. Et aujourd'hui, il essaye de travailler pour comprendre quelles sont les méthodologies, comment on pourra améliorer, toujours dans cette conceptualisation d'améliorer la chirurgie. C'est pour ça que c'est important qu'au 15-20, il y ait quelques chirurgiens qui se soient hyper spécialisés. Ça ne peut pas se diffuser comme ça initialement parce qu'on aura sinon les biais des résultats par le biais de différences de qualité de chirurgien. Et d'ailleurs, non seulement il y a ça, on a un très très bon chirurgien au 15-20, mais en plus, on est en train d'acheter en fait un robot chirurgical pour pouvoir faire des injections sous-rétiniennes qui soient hautement reproductibles et qu'on puisse aussi tester. Est-ce que en fait, la vitesse d'injection, la taille de l'injection, tout ça, est-ce que en fait, ça va changer éventuellement le traitement, donc le faire plutôt sur des animaux au départ, mais donc en fait, donc nous, on est en train d'acheter ce robot chirurgical qui vient d'ailleurs de Montpellier, oui. Et de pouvoir le tester, donc que le chirurgien vienne faire des chirurgies sur des gros animaux pour pouvoir le tester, et puis qu'après, en fait, il puisse se rendre compte qu'est-ce qui est important dans la chirurgie pour après le mettre en place chez le patient. Et l'intérêt aussi de ce robot, c'est qu'ils peuvent tout quantifier, numériser et dire là, ce patient, parce que quand on injecte avec une certaine force, chaque rétine est unique, là encore. Il y en a qui vont soulever plus, ça peut diffuser plus à tel endroit qu'à tel autre. Et donc, il y aura une analyse de tous ces paramètres pour dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a donné ça, d'où l'amélioration. Parce que le chirurgien, même s'il est parfait, il ne peut pas mémoriser pour Tony, j'avais fait ça, j'ai peut-être un peu accéléré au deuxième moment, c'est impossible. Et ça permet de reproduire le geste, mais aussi de comprendre ce qui se passe et par le suivi ensuite, de dire tiens, là, il y a eu cette particularité en paire opératoire, peut-être que ça a expliqué ça ou ça. Et par toutes les complications qu'il peut y avoir aussi dans le Luxturna, en fait, certains pensent que c'est la vitesse d'injection qui est peut-être en cause dans la manière dont l'épithélium se décolle. Et donc, en fait, justement, avec un robot qui injecte toujours à la même vitesse, où on peut contrôler la vitesse d'injection, on pourrait peut-être essayer d'arriver à comprendre et arriver à maîtriser éventuellement ces complications. Monsieur Picot, comme on a la chance d'avoir des témoignages, donc je voudrais redonner la parole à notre ami. Quelle a été la convalescence dont tu as eu besoin après l'intervention? Tu as dit que tu étais parti 4 jours après ou 3 jours après. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours suivants? Donc, c'est une opération, donc endormi totalement, réveil. Au réveil, on va dire qu'une gênance dans l'œil droit et puis tendance à être ébloui. On a la sensation pendant 72 heures d'avoir un grain de sable dans l'œil. C'est pas douloureux, mais c'est gênant. Puis la lumière nous éblouit. Le lendemain, on fait une batterie d'examen. J'ai fait ça donc 2 jours de suite. Et c'est après que je suis rentré. Ensuite, on a des gouttes à mettre dans les yeux pour risque d'infection, etc. Donc ça, je mettais mes gouttes tout seul pendant... Ça a duré 4 semaines ou 6 semaines, il me semble. 1 mois et demi. Ouais, c'était ça, 6 semaines. Et puis après, la semaine d'après, j'étais au boulot. Ça m'a pas... Non. Pas de protection particulière. Sortie de l'opération, on avait comme un cyclope. On avait l'œil qui était caché, un bandeau. C'était surtout pour prendre la douche et puis la journée quand même, ça permettait de tenir le... J'ai eu un pansement pendant 24 heures, 72 heures je crois. Mais rien de douloureux quoi. Les résultats, ça n'a pas été tout de suite je crois. J'ai eu ça s'est amélioré en gros pendant 6 mois, 1 an, 18 mois. Ça a évolué à chaque visite, c'était tous les combien? Je ne sais plus, 4 mois, 3 mois? 3 mois. Tous les 3 mois, et à chaque visite, tous les 3 mois, il y avait une légère évolution. Et on s'en rend compte au bout de 2 ans que quand on reprend les documents, ah ouais, en fait, ça a évolué. Quoi. Donc, dans le bon sens. Ouais. C'est surtout ça. La vision, je pense qu'on peut tous dire la même chose. On s'en rend compte, mais que quand on fait marche arrière, on dit avant, je savais faire ça, maintenant, j'y arrive plus. On s'en rend pas compte tout de suite. C'est pas net, c'est progressif, donc on s'y habitue en fait.
l'idée de la thérapie génique RPE65, finalement, aujourd'hui, on fait les 2 yeux, on les fait à un intervalle très rapproché parce que même s'il y a le privilège immunitaire de l'œil, on préfère faire les 2 en même temps et pas faire le 2e œil plusieurs années après, ou peut-être en théorie, il y aurait une réaction avec production d'anticorps contre le produit. Les thérapies géniques, on n'a fait qu'un œil. Il y a eu d'autres essais où ils pouvaient faire les 2 yeux. Après, c'est une question... Dans la neuropathie optique... Sur la prochaine étude, peut-être. Actuellement, c'est un seul œil ? Alors, notre développement clinique, ça a été sur un seul œil. On a injecté un seul œil, sauf dans une seule étude où on a injecté les 2 yeux pour la moitié des patients. Et bon, nous, on a une histoire un peu particulière, mais la prochaine étude, on va injecter les 2 yeux principalement parce que c'est la neuropathie optique héréditaire de Leber et bilatérale. Elle est exceptionnellement unilatérale, donc il y a un argument pour injecter les 2 yeux. J'espère qu'au moins, vous voyez que la thérapie génique, ça devient concret. Puisque, en fait, je ne sais pas, chez GeneSight, il y a combien ? Il y a plus de 80 patients qui ont été traités. Au total, 252. 252 patients qui ont été traités. Et les résultats, je crois que c'est à peu près 80% des patients qui s'améliorent. Oui, 70 à 80% ont une amélioration. Donc voilà, c'est concret. Hein. Quand j'ai commencé à venir à ces réunions, il n'y avait pas d'entreprise, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien du tout. Je pense qu'en 30 ans, avec Ariel, on voit quand même l'évolution. J'espère que vous voyez aussi cette évolution et que ça donne quand même beaucoup d'espoir. Il y avait 2 autres... Il y a un témoignage en 2 temps. C'est un petit enfant qui a été opéré à l'âge de 3 ans. Et j'ai simplement demandé à l'époque aux parents, dites-moi, parce que nous, on vous fait des diagnostics, mais vous n'êtes pas dans votre vie au quotidien et la différence, elle n'est pas là. Donc, c'est un film qui a été fait, c'est un diaporama fait par les parents. Donc, il vous explique que Titouan, il est né en 2015. Il avait une problématique de nystagmus, etc. Il a été vu à Montpellier dans un premier temps. Donc, a priori, très vite, on a fait le diagnostic génétique et très vite, il a été adressé au 15-20 pour savoir si Titouan répondait aux critères de la thérapie génique. Et voici la vie après. Donc ça, c'est la première fois qu'il s'intéresse et détaille ce qu'il voit avec précision. Donc vous voyez qu'il peut être dans un magasin où tout est sombre, hein. L'étage du bas, il n'est pas fait pour attirer les gens. Et lui, il va pouvoir découvrir. Et vous voyez son autonomie aussi, hein. Il le fait tout seul. Là, c'est très sombre, hein. Ici, il peut profiter de la vie nocturne, c'est-à-dire que leur gamin ne prenait jamais autant d'autonomie. Et voilà, on peut jouer. Alors lui, on peut écouter la fanfare. Et il est tout seul devant, il n'est pas du tout en tenant la main de sa maman, ce qu'il faisait systématiquement avant. C'est un super skieur maintenant, grâce à ça. Donc il peut descendre, il sait où sont les portes. Il n'est pas... voilà. Il fait tout seul, là. Alors il continue, hein. Il paraît qu'il est très très bon skieur. Je n'ai pas intérêt à aller le suivre parce que je serais battue à plat de couture. Et vous allez voir, quand il arrive à la fin, il peut respecter un trajet imposé, comme ils disent. Et il est fier, il est content. Et puis voilà, le plus incroyable et le plus émouvant pour eux, c'était le retour. Vous voyez, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme carré noir à côté ? Oui, c'est sombre. Hein. Et il va tout seul à l'appartement. On ne voit même pas à peine tellement il y a peu de lumière. Il est tout seul devant. Je crois qu'il tient un avion. Et il tient personne.
Ah oui, ça sur une amorose congénitale de Leber, c'est assez fabuleux. Il peut dire qu'il est super fort, il est devant, tout seul. Et ça, c'est ce qu'il trouve le plus incroyable et le plus émouvant pour nous. Et enfin, quand il s'adresse à quelqu'un, maintenant, il le regarde. Donc ça, c'était il y a un certain temps, le temps passe vite. Et je crois qu'on va vous lancer le témoignage. Donc, c'est le témoignage de la maman de Titouan, 2 ou 3 ans après. Entre-temps, elle a eu un autre enfant qui va très bien. Et elle vous explique un petit peu son vécu vis-à-vis de Titouan par audio. Bonjour à tous. Je m'appelle Julie, je suis infirmière et je suis la maman d'un garçon prénommé Titouan. Il vient de fêter ses 10 ans. Avec son papa, Landry, nous vivons du côté de Perpignan. Titouan est porteur depuis sa naissance d'une rétinite pigmentaire, plus précisément d'une amoureuse de Leber. Dès ses premiers jours de vie, il était attiré par les lieux très éclairés et pleurait dès que la luminosité baissait. Ce qui m'a le plus alerté, c'est qu'il ne suivait pas du regard, et ce même après ses 4 mois. Comme j'étais la seule à constater ces éléments, nous n'avons pas consulté immédiatement. En janvier 2017, Titouan n'avait pas encore 2 ans quand un nystagmus unilatéral est apparu, puis bilatéral quelques mois après. Nous avons rapidement consulté un ophtalmologue qui nous a orientés immédiatement sur Toulouse pour écarter une pathologie neurologique grave. Une fois la batterie d'examens réalisée et que tout était négatif, on nous a conseillé d'aller à Montpellier, dans le service du professeur Meunier, où un électrorétinogramme et des tests génétiques ont été réalisés. 18 mois plus tard, les résultats tombaient et confirmaient l'amoureuse de Leber. L'étape suivante allait nous amener à l'hôpital des 15-20 à Paris, puisque le gène atteint dans le cas de Titouan est le RPE65, celui pour lequel en 2019, une thérapie génique venait de débuter. À cette période, Titouan a 4 ans et demi et a des difficultés pour se déplacer dans les lieux inconnus, même en plein jour, et il est déjà non-voyant en situation de faible luminosité, en intérieur comme en extérieur. Malgré cela, il fait du vélo, du ski et d'autres activités, car il a développé ses autres sens et nous le poussons dans cette direction. Puis tout a été très vite. Premier rendez-vous au 15-20 en septembre 2019, puis intervention avec le Luxturna, les 6 et 13 novembre de la même année. Les premiers résultats ont été visibles 48 heures après. Franchement, c'était bluffant. Il avait encore des difficultés pour exprimer ce qu'il ressentait, du fait de son âge, mais il savait nous faire comprendre qu'il voyait mieux. Nous constations immédiatement qu'il se déplaçait plus aisément, sans se cogner ou trébucher. Avant la chirurgie, son acuité visuelle était aux alentours de 2/10, mais après la thérapie génique, sa perception a été estimée aux alentours de 4/10, ce qui change tout. Aujourd'hui, presque 6 ans après les 2 interventions, tout va bien. Titouan est en CM1, avec des adaptations bien sûr. Il a une AESH et il a été équipé d'un iPad pour l'aider dans son organisation et ses apprentissages. Il est suivi par un CESAD avec une éducatrice, une psychologue, une ergothérapeute et une orthoptiste qui l'accompagnent de façon régulière, y compris sur le temps scolaire. Enfin, le suivi ophtalmologique est à raison de 2 fois par an, dont une fois où on va à Paris, où il a été opéré au 15-20. Depuis peu, il va seul à l'école à pied et il est fier de montrer qu'il peut gagner en autonomie de façon sécuritaire. Il continue à skier, à faire du vélo, de la voile, du roller et d'autres activités, en plus de la guitare qu'il a commencé depuis septembre et où il s'avère être plutôt à l'aise et doué. Le temps passe et on arrive à oublier, entre guillemets, qu'il est malvoyant, malgré toutes les difficultés que nous avons traversées. Titouan évolue normalement et si vous le croisez un jour dans la rue, je vous mets au défi de vous apercevoir qu'il est porteur d'un handicap visuel. Depuis 3 ans, maintenant, Titouan est l'heureux grand frère de Malo, qui ne présente aucun signe de la maladie. Ce nouveau rôle le motive à se surpasser chaque jour pour rendre fier son petit frère. Et il nous a déjà demandé si Malo avait la même maladie que lui, et il a été très soulagé d'apprendre que non. J'ai accepté de réaliser ce témoignage car je sais que dans notre malheur, nous avons eu aussi beaucoup de chance. Et je souhaite porter un message d'espoir. En effet, l'attente pour avoir un diagnostic et le traitement adéquat a été très courte. Un peu moins de 3 ans, ce qui est vraiment très peu
par rapport à ce type de pathologie et on en est conscient. Je sais que c'est très rare dans ce type de pathologie, donc d'attendre aussi peu, mais je suis aussi persuadée que nous ne sommes pas un cas isolé et que bientôt d'autres traitements vont être proposés. Car cette première thérapie génique reçue par mon fils et de nombreux autres patients est une avancée incroyable dans le traitement des rétinites pigmentaires et que de fait d'autres vont suivre. Merci beaucoup de m'avoir écouté.